Avant, je me posais même pas la question de savoir si j'aimais bien mon vêtement, tellement je n'existais pas en fait dans ma tête. Oui, mon corps est déformé, il est pas comme les autres, mais que c'est pas parce que j'ai ces cicatrices-là que j'ai pas le droit d'exister et de vivre. Quand j'étais petite, je n'avais absolument pas le droit de sortir de chez moi. Il fallait que je reste chez moi tout le temps, etc. Je ne voyais jamais aucun autre grand brûlé enfant. Moi, en tant qu'individu, j'ai vécu aussi certains traumas. Sans prendre ce temps de dissociation, je deviendrais folle. Parce qu'on pourrait presque devenir fou, en fait. Je ne ressentais plus aucune émotion. En tout cas, c'est comme ça que j'ai vécu ma sortie de coma. C'est-à-dire que je voulais tellement pas accepter mon corps de petite fille brûlée que je m'étais mise à écrire des histoires. Et j'écrivais plein d'histoires d'enfants, de dragons avec du feu, etc. J'ai toujours eu la sensation d'être toujours en mode survie. Quand j'entends un petit bruit, c'est comme si mon cerveau était en hyper vigilance, en hyper alerte tout le temps. Pour prendre soin de son enfant, il faut prendre soin de soi aussi. Parce que j'ai peur qu'il m'arrive quelque chose. La vie, par définition, elle va nous faire vivre des épreuves. Que baigner dans la colère et la haine, c'est sécréter beaucoup, voire en permanence, des hormones de stress. Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission particulière. Il suffit d'un instant, un bar de nuit réputé, un camion dont le réservoir prend feu, un barbecue qui se renverse et la vie dérape. Un jour, tout est normal, et le lendemain, plus rien ne l'est. Un incendie à Crans-Montana, le jour de l'an 2026, un accident domestique, un jour d'anniversaire, un geste banal qui devient irréversible. Nous avons voulu prendre le temps, avant de faire cette émission, vous allez le voir, le temps de laisser le choc se déposer, le temps de respecter le deuil aussi, l'intimité, la pudeur des chambres d'hôpital, le temps aussi d'éviter le voyeurisme, l'emballement, et puis l'opportunisme un peu du drame. Aujourd'hui, si on ouvre cet espace, c'est pour une autre raison. Cette émission se veut un carnet de route, un guide humain, sensible, concret, pour celles et ceux dont la vie a basculé dans le feu, et pour les familles aussi. Nous avons convié Laura Borg, grande brûlée précisément, vous allez voir le jour anniversaire de ses 6 ans, 30% du corps brûlé, 3 mois de coma, des années de greffe, 40 opérations. Et malgré tout ce traumatisme, elle est là, ce soir, une femme debout, vivante, lumineuse. Bienvenue Laura, merci d'être là. Merci à toi. À ses côtés, Gwenaëlle Perciot, auteure, formatrice, spécialiste des blessures d'attachement et des traversées traumatiques. Elle est notre psy préférée dans le projet Nova. Bienvenue à toi Gwenaëlle, merci d'être là aussi. Merci Luc. Merci, et merci à vous deux d'avoir cru à ce projet. Ensemble, on va tenter de comprendre ce que l'on ne voit pas. Le réveil après le coma, les nuits sans sommeil, les familles qui tiennent bon sans s'effondrer, et puis la reconstruction lente, fragile possible. Et puis on a créé un site internet, je sais pas si vous savez, mais un petit site qui s'appelle cœurandco.com pour que les paroles de soutien ne se perdent pas dans le scrolling des réseaux sociaux dans quelques mois. Alors ce sera mis en commentaire en dessous, vous pourrez comme ça y accéder. Voilà, c'est un projet pour que les mots d'amour ne disparaissent pas en quelques heures, et puis pour qu'ils deviennent aussi des lumières durables. On l'a appelé constellation de lumière. Alors cette émission, c'est pas un retour sur le drame, vous allez voir, c'est un chemin pour l'après, un espace pour rallumer l'espoir dans les cœurs blessés. Donc bienvenue dans ce carnet de route pour ceux dont la vie un jour a pris feu et qui cherchent malgré tout à continuer. Alors je vais commencer par toi Laura, qui nous fait l'honneur de ta présence. Je sais que tu as été beaucoup sollicitée ces derniers temps, justement à cause de ton expérience. Alors Laura, tout de suite, j'ai envie de te poser une question, parce que c'est une question qu'on entend souvent en ce moment dans les chaînes de télévision suisses. Quand on se réveille d'un coma, alors je sais que toi c'était un coma à l'âge de 6 ans, mais quand on se réveille d'un coma, Laura, après qu'on ait eu des brûlures graves, comment on revient dans le monde ? Est-ce qu'on revient dans un monde qui n'existe plus vraiment, ou est-ce qu'on revient vraiment dans ce monde ? Comment t'as vécu ça, toi ? Je dirais qu'on revient très difficilement dans ce monde. Moi, comment je l'ai vécu après 3 mois de coma, donc c'était un coma artificiel. Il faut savoir qu'on plonge du coup les grands brûlés dans des comas artificiels parce que la douleur est trop intense et que le corps et le cerveau ne le supporteraient pas. Donc en général, il s'agit de coma artificiel. Et revenir après 3 mois de coma, on revient jamais vraiment pareil. On est vraiment totalement différent. En tout cas, moi, je sais qu'il m'a fallu un énorme laps de temps avant d'être là pleinement. C'est-à-dire que pendant à peu près, on va dire 3 semaines, un mois, je parlais quasiment pas, en fait. Je disais rien.
J'avais l'impression un peu de flotter entre deux univers et comme si je ne ressentais plus aucune émotion. En tout cas, c'est comme ça que j'ai vécu ma sortie de coma. Donc, il faut vraiment un laps de temps assez long avant que les émotions reviennent en fait petit à petit, parce que vu qu'on nous envoie quand même certaines substances chimiques pour nous endormir artificiellement, forcément le temps que tout revienne, ça met du temps. Donc non, on ne revient pas d'un coup comme ça, on se prend pas non plus de plein fouet tout d'un coup, ça vient vraiment progressivement et puis surtout il faut du temps avant d'assimiler ce réveil-là, parce que quand on se réveille, on se dit mais où est-ce qu'on est? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, on se pose ça, les questions, on se les pose, mais il y a quand même je trouve une grande division, une grande scissure entre le fait de se poser la question, mais le fait de ressentir l'émotion de la question que tu te poses. Vraiment. C'est comme ça que moi je l'ai vécu. Pour en parler avec différents amis qui sont grands brûlés aussi, on a tous eu à peu près ce laps de temps où il nous a vraiment fallu digérer et réapprendre à ressentir en fait, clairement. Justement, par rapport à ça, je profite de la présence de Gwenaëlle. Justement, c'était l'intérêt de cette émission parce que toi, Gwenaëlle, de ton regard à toi et de ta connaissance à toi, il se passe quoi psychologiquement quand une personne se réveille d'un trauma comme ça, qui est un coma traumatique en fait? Ce dont tu parles, Laura, en psychologie, on appelle ça la dissociation. Tu parles de division, mais c'est exactement la même chose. C'est un mécanisme de survie. Sans dissociation, en fait, là tu parlais de souffrances intolérables qui ont nécessité le coma artificiel, mais la souffrance morale serait tout aussi insupportable. Donc la dissociation, c'est la continuité du coma, en fait, sur un plan psychique. C'est-à-dire que tu peux, tu me diras si ça te parle ce que je dis, mais il y a des pensées, mais elles sont lisses, elles sont désaffectivées, elles sont comme sèches, quoi, comme des mots sur une feuille, mais qui ne veulent rien dire, qui ne vibrent de rien, en fait. L'émotion, elle peut pas être pour l'instant là. Et heureusement, parce que après tout trauma, en fait, on a ce système de survie de la dissociation pour que on puisse, comme tu l'as dit, digérer, encaisser à notre propre rythme. Et selon ce qui se passe, quel que soit le trauma, ce temps va être suffisamment long. C'est bien fait en fait, pour qu'on puisse peu à peu rebrancher l'appareil à sentir au moment où c'est tolérable. Parce qu'on pourrait presque devenir fou en fait. Même il y a des hypothèses sur la folie qui vont dans ce sens, que si on me rebranchait après un trauma, moi en tant qu'individu, j'ai vécu aussi certains traumas, sans prendre ce temps de dissociation, je deviendrais folle. Donc c'est incroyable cette chimie magique qui permet la survie. Après la survie physique, c'est ce qu'ont fait les médecins. Il y a la survie psychique, et ça c'est ce que fait le cerveau. Et le corps en entier, en fait, parce que c'est pas que le cerveau, mais ça part du cerveau. Justement, comme j'étais petite et que j'avais que 6 ans, je me rappelle la première fois où je me suis vue dans le miroir. Après ça, les médecins m'ont expliqué que justement, j'avais fait ce phénomène de dissociation. C'est-à-dire que je voulais tellement pas accepter mon corps de petite fille brûlée que je m'étais mise à écrire des histoires. Et j'écrivais plein d'histoires d'enfants, de dragons avec du feu, etc. Et en fait, ils m'ont expliqué que je reproduisais mon histoire à travers l'écriture. Et dans ma tête, je me voyais pas comme ça, tu vois, c'était vraiment, je mettais ça à la troisième personne sur un papier pour que je puisse digérer tout ça. Et c'est intéressant d'en parler comme ça parce que c'est vraiment le terme que justement m'ont employé les médecins avec moi quand je faisais ça. Les histoires, en fait, c'est des couches qui permettent de petit à petit contacter les émotions, mais c'est des protections. En fait, la parole est aussi une protection, le sommeil peut être une autre. Parfois, il y a des conduites dissociatives que les personnes traumatisées vont rechercher, comme l'alcool, les drogues, etc. Et tout ça, ça a la même fonction, c'est de mettre pour l'instant une souffrance en fait qui n'est pas possiblement contactable directement. Et puis peu à peu, tout ça, tout ce qu'on appelle les conduites dissociatives ou la dissociation flottante, on va dire, elle va diminuer. J'imagine que ensuite les émotions ont dû venir, mais après un temps certain. À quel moment, toi, Laura, tu te rappelles avoir pris conscience que ta vie n'allait plus jamais être la même? Est-ce que tu as eu à un moment donné conscience de ça? Ouais, j'en ai eu conscience, mais alors j'en ai eu conscience plutôt tard, je dirais au milieu de l'adolescence, voire même à la fin de l'adolescence, vers mes 16-17 ans, tu vois.
Du coup, de mes 6 ans jusqu'à mes 10-12 ans, je voyais des psychologues tout le temps. On a une énorme prise en charge psychologique. On a vu plein de thérapeutes. Franchement, j'ai arrêté de compter le nombre de psychologues différents que j'ai vus et le nombre de traitements qu'ils ont voulu proposer à ma mère. Ils voulaient même me donner des traitements médicamenteux. Ma mère a toujours refusé le traitement médicamenteux. Merci, maman. Et du coup, j'en ai vu tellement que pendant cette phase, j'étais quand même bien encadrée pour tout ce qui est émotion, etc. Mais par contre, au moment où j'ai arrêté de les voir, c'est vrai qu'il s'est passé quelque chose, c'est qu'à l'âge adolescent, il y a eu toute cette crise identitaire et surtout cette crise de féminité, puisque comme j'ai un sein qui est totalement brûlé, etc., c'est là que vraiment, au moment où je me suis rendu compte que j'étais plus une petite fille, mais une jeune fille, je commençais à prendre conscience de plus en plus de mes brûlures, en fait. Et du coup, c'est là que j'ai réalisé que j'aurais pas la même vie que les autres jeunes filles. Je crois qu'il y avait aussi donc Julie Bourges qui avait parlé de ça à la télévision, du fait que la difficulté c'était aussi de pouvoir retrouver une féminité quand on avait été comme ça autant abîmé, enfin abîmé dans le sens le plus triste du terme, hein, par le fait d'un accident. Moi, je voulais savoir, Gwenaëlle, donc la dissociation, c'est un phénomène, donc si je comprends bien, de protection, une protection pour pas tomber dans la folie, mais c'est des jeunes pour la plupart, donc là elle était très jeune, hein, Laura, et puis donc les gens de Cran Montana, ils étaient jeunes aussi. C'est un âge où le cerveau il se développe. Donc qu'est-ce qui reste comme empreinte dans le développement du cerveau? Parce que est-ce que ça va être marqué au fer rouge à l'intérieur parce qu'il y a du développement encore? Il va manquer des bouts déjà, hein, des bouts de souvenirs, des détails, des impressions. Ça c'est vraiment ce que fait la dissociation purement. Mais c'est vrai que plus le cerveau et la personne est jeune, plus les traces vont être émotionnelles, hein, dans le sens que il y aura plus une impression de, par exemple, flou tout ce qui est préverbal, par exemple, bon là c'est pas le cas, mais tout ce qui est moins de 3 ans, par exemple, on n'a pas accès à la mémoire, donc ça va être vraiment des mémoires qui restent dans le corps, mais tu n'auras jamais de narratif. Là, vu l'âge de tous ces jeunes, où toi Laura t'avais 6 ans, hein, c'est ça, 6 ans, la mémoire elle est quand même déjà là. Il va y avoir des souvenirs, mais de toute manière, les souvenirs vont être impactés. Et ça, c'est vraiment tout au long de la vie, en lien avec les dissociations. Donc, il va manquer des bouts. C'est normal. Là aussi, c'est pour pouvoir faire face. On peut les retrouver ou pas. Et c'est pas très important, en fait, de retrouver les bouts qui manqueraient. Hein. Parfois, les gens ils disent, mais si je me souviens pas de tout, je pourrais jamais guérir. C'est pas vrai. L'important, c'est de retrouver, par contre, l'émotion qui est liée au souvenir pour la traverser, en étant évidemment accompagné et avec des techniques corporelles, hein, pas verbales évidemment, ça va de soi, et que ça se métabolise à l'intérieur et qu'on puisse le transformer en une histoire qui fait du sens. Parce que ce qui est au cœur du trauma, c'est toujours l'histoire du sens. La bonne nouvelle, c'est que quand c'est de l'ordre de l'accident, c'est quand même plus digeste entre guillemets que quand c'est quelque chose qui a été perpétré par un autre. Par exemple, une violence physique, une agression dans la rue, par exemple, les viols, etc. Ça, c'est encore plus difficile pour un cerveau humain parce qu'il y a une histoire de bien et de mal. C'est compliqué de mettre du sens quand un autre nous a voulu du mal. Quand c'est un accident, il y a évidemment le drame du corps abîmé, de la psyché abîmée, mais il y a quelque chose à cet endroit-là qui est quand même absent, donc c'est un peu moins difficile. Et puis dans le cas de Cran Montana, ça a été vécu aussi en collectif, hein, ça a la différence de toi pour le coup, Laura. Et quand c'est en collectif, ça on le sait, hein, toutes les grandes catastrophes de communauté, ou même si on pense à des choses qui ont touché la communauté internationale, hein, comme les attentats du 11 septembre, etc. Il y a un phénomène en fait de solidarité qui va aussi beaucoup aider dans la digestion. Et ça ça joue, et c'est pour ça que toute entraide, tout mouvement d'entraide, hein. Par exemple, Laura, j'imagine, tu dois être touchée aussi par ce qui s'est passé, mais peut-être que ça te touche aussi en retour. Ouais, on a eu la discussion avec un ami, justement, Grand Brûlé aussi, avec qui, justement, on avait fait des vidéos de soutien en disant qu'on ouvrait nos messages privés, on faisait des boîtes mail, etc., pour apporter du soutien, pour savoir comment réagir face à ça, etc. Oui. Et donc, on a été hyper sollicités. Et en fait, c'est vrai qu'on s'écrivait au passage, on s'appelait de temps en temps et on se posait la question, on disait comment tu te sens, toi, par rapport à ça? Est-ce que ça va? Ça te fait pas revivre ton trauma, etc. Et alors, bizarrement, tu vois, moi, je pensais que ça allait me faire quelque chose, que ça allait me faire revivre ça horriblement. Et ben, pas du tout. Ça a plutôt été l'inverse. Il y a eu la sensation, en fait, voilà, de me sentir plutôt bien, d'être utile, d'être à ma place.
tu vois, bizarrement. Donc c'était assez chouette parce que du coup ça m'a fait prendre conscience que ça allait plutôt bien finalement, c'était pas si mal. Et puis surtout de prendre conscience que certes il t'est arrivé un drame, c'est horrible ce que tu as vécu, mais même des années après tu peux l'utiliser pour aider ceux qui vivent la même chose. Et moi je trouve ça magnifique, tu vois. C'est une chose qu'on entend beaucoup en ce moment sur les radios suisses. Est-ce qu'il est important de dire toute la vérité sur les blessures tout de suite au réveil, ou est-ce qu'il faut respecter un rythme psychique? Alors, toi, Laura, comment ça s'est passé? On t'a dit tout de suite, bon, écoute, voilà, il se passe ça, on t'a préservé. Comment ça s'est passé pour toi? Non, mais alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le processus de prise en charge de la brûlure, et notamment des grands brûlés, il y a quand même toute une équipe de psychologues cliniciens vraiment qui travaillent avec les médecins et donc qui prennent la décision en fonction du contexte déjà de l'accident, en fonction du contexte familial de chaque personne qui est brûlée, et ils font des réunions pour savoir si c'est une bonne idée en fonction de chaque personne. C'est pas juste est-ce que c'est bon ou pas bon, je dirais, de devoir dire tout ça, mais c'est qu'en fonction de chaque personne et de son histoire et de son vécu, il faut s'adapter, tu vois. Et donc ça, c'est ce que fait justement toutes les équipes médicales et des psychologues qui travaillent dans le service des grands brûlés. Alors, je rigole parce qu'en aparté, j'ai vu que Var Matin avait dit que tu avais consulté plus de 100 psy. Je pense pas que c'est totalement vrai. Je pense qu'ils sont... Voilà, on voulait éviter ça, on voulait éviter ce genre de choses. Ils sont pris une fourchette, ouais. Toi, Gwennoël, t'en penses quoi en tant que psy aussi? T'en penses quoi de l'idée je pense que tu vas abonder dans le sens de ce que dit Laura, mais est-ce qu'il faut dire la vérité immédiatement? Et puis quelle vérité? Parce que le sens, c'est pas la vérité, c'est pas la même chose des fois. Mais alors, on parle de la vérité par rapport à la sévérité des brûlures et l'impact sur le corps, c'est ça? Ouais. En effet, c'est au cas par cas. Laura, elle est très claire. En fait, toute prise en charge d'un trauma doit toujours être ce qu'on appelle un travail clinique, dans le sens que ça doit être fin, en fait. Et il faut toujours observer plusieurs choses. La solidité psychologique de la personne, ça c'est très variable. On est tous vraiment différents à cet endroit-là. Ça dépend souvent de ce qu'on a vécu avant. S'il y a eu d'autres traumas, quelle est notre histoire en fait. Ensuite, ce qui est très important, c'est l'environnement du présent. Est-ce qu'il y a une famille? Est-ce qu'il y a des amis? Est-ce qu'il y a, selon l'âge des jeunes, là, est-ce qu'il y avait par exemple déjà des projets d'études, voire de boulot? Est-ce qu'il y avait quelque chose qui, dans l'environnement, en fait, est un soutien ou pas? Et puis après, je crois qu'il y a toujours une prudence, en effet, à y aller doucement pour voir surtout comment la personne va réagir. Parce que les psys sont pas des magiciens. On peut imaginer que selon tout ce que je viens de dire, on pourrait peut-être annoncer ci ou ça, et puis complètement se planter. Donc c'est là où c'est un art, en fait, quelque part, de prendre en charge des personnes très traumatisées, et c'est un art qui se fait à deux. Il y a le thérapeute, mais il y a surtout la personne en face, donc un patient, si je parle de thérapie. Et comment on danse ensemble en fait au service de la guérison, j'ai envie de dire presque jour après jour pour ce type de drame. Pendant une émission, Julie Bourges, là, qui parlait un peu de ce qu'elle avait vécu, elle disait que rester en vie, tout d'abord, c'est la première chose qui vient, rester en vie. Alors j'imagine que quand on a 6 ans, on pense pas ce genre de choses, mais je me demandais si toi, t'avais remarqué dans tes comportements encore aujourd'hui que le rester en vie était toujours présent. Est-ce que tu as vu ça en toi ou pas? Parce que je l'ai entendu chez d'autres personnes et je me suis demandé si toi, tu n'avais pas un sentiment que des fois, tu étais encore en mode rester en vie. En fait, moi, j'ai eu la sensation, et j'ai toujours eu la sensation d'être toujours en mode survie, plus que en fait, tu vois. Et notamment sur des comportements très très banals du quotidien. C'est-à-dire, quand j'entends un petit bruit, c'est comme si mon cerveau était hyper vigilance, en hyper alerte tout le temps. Et ça a duré, mais ça dure même encore, des fois ça me revient. Ça a duré jusqu'à encore il y a 2 ans, parce qu'après j'ai pu voir quelques thérapeutes pour essayer de calmer mon cerveau reptilien. Mais non, c'est vrai qu'on est en survie, enfin en tout cas, même pour tout dans la vie. Par exemple, je vais te dire un truc bête, je vais prendre la voiture, je me dis que je vais faire 5 heures de trajet. Pendant les 5 heures de trajet, je sens que je vais être tendue parce que je vais être en alerte sur le moindre truc, parce que j'ai peur qu'il m'arrive quelque chose. Je pense que c'est plutôt le rester en survie. Et puis du coup, c'est ce qui nous donne aussi, je dirais, cette force de continuer toujours en fait à aller de l'avant, que si tu vis quelque chose de difficile, même si t'es pas bien, t'arrives toujours en fait à trouver du coup la porte de sortie ou la solution pour continuer à avancer et rester en vie, tu vois, justement. Donc
Je dirais plus survie que vie pour le coup, mais rester en vie, juste en vie, ça s'apprend. Enfin, c'est vraiment touchant, hein, Laura, de t'entendre, merci. La survie, l'hypervigilance, hein, c'est comme ça qu'on appelle ça. Là aussi, ça va varier un peu selon les personnes, mais forcément qu'après un drame pareil, ça dure quand même longtemps, des années, évidemment. Hein. Et sûrement que quand on a vécu des traumas pareils, hein, tous les grands traumatisés le disent, quelle que soit l'origine du trauma, on garde un endroit qui est hyper vigilant. C'est un peu comme des réflexes, en fait. Ça peut être très utile, d'ailleurs. Hein, ça peut être très utile à plein d'endroits. Hein, c'est le système sympathique, on connaît ça très bien. En effet, c'est le cerveau reptilien. Et en même temps, c'est comment on ne se rend pas prisonnier de cette hypervigilance. Et ça, c'est un long chemin hein, d'écoute du corps, de prendre soin du corps, de la psyché, des parts émotionnelles. C'est beaucoup, je trouve, un travail qui doit se faire avec de la douceur et de la patience, avec des choses en termes de mode de vie, par exemple, hein, avoir du temps parfois pour se poser, être en lien avec la nature, des animaux d'une part. Et puis il y a aussi un travail souvent thérapeutique. Hein. On voit qu'en effet, t'en as peut-être pas vu ça, mais t'as dû en voir quand même des psys qui t'ont aidé à faire ce chemin vers, pour le coup, le parasympathique, hein, qui est le système opposé du sympathique, qui est le système de la détente. Hein, et là, qui permet d'être dans la vie. Hein. Mais heureusement qu'on a ce système de survie tous, mais quand on a été traumatisé, on va dire qu'il est hyper fonctionnant, hein, hyper efficace, et ça va être utile pour toi, je pense, à plein de moments, et même aussi pour des autres. Hein. En général, les personnes traumatisées qui ont fait ce travail sur eux, ils vont être au service. Moi, j'ai cette croyance que rien n'arrive par hasard, y compris des drames pareils. Mais ça, il faut des années hein, pour s'en rendre compte. Mais que souvent, il y a une issue qui est au service des autres. Hein, je sais pas si Laura, tu le sais déjà, si tu le sens déjà. Oui. Hein, et ça, ce au service, il va se baser sur ces compétences qui sont parfois des compétences tout à fait physiologiques, hein, comme la vigilance, et en même temps la capacité à se détendre malgré cet endroit de vigilance. Il y avait le propos de Taïris et Colin, ces deux personnes qui étaient amoureux, qui sont toutes les deux sorties indemnes de l'incendie. Et lui, il était en fait footballeur pro. Et il disait à la caméra, si je peux pas continuer à être footballeur pro, je vais aider des gens. Mmh. Ça me touche de voir ça, je trouve ça vraiment touchant, comme on essaye en tant qu'humain de trouver une solution à notre prison, en fait, quoi. On parle, tout à l'heure, tu parlais, toi, Laura, de ce miroir qui avait finalement été difficile. Comment, ce miroir, il a été ton ennemi pendant longtemps, comment ça s'est passé pour toi? Ouais, il a été mon ennemi pendant très longtemps, ce miroir, c'est-à-dire à tel point que le matin, quand je me préparais, j'essayais de pas regarder mon reflet dans le miroir. C'était vraiment, waouh. Ça s'est passé, ça s'est décanté très très lentement, je dirais. Je sais même pas, je sais pas comment te décrire ça chronologiquement parlant, mais je sais qu'il m'a fallu énormément de temps avant de juste pouvoir me regarder ou de, tu sais, juste prendre ce petit temps et d'être devant le miroir et de se dire ah ok, je trouve que là je suis belle comme ça, là cette coiffure elle me va bien, là tu vois, ça c'était juste pas possible. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je voyais que mon reflet allait arriver en face de moi, soit je baissais la tête ou soit je tournais directement le dos, et même souvent chaque fois je demandais à ma mère habille-moi, je veux que tu m'habilles, enfin je voulais qu'elle me fasse tout, tu vois, c'était tellement, pour moi c'était pas possible. Ça a commencé à se décanter, je dirais à l'âge adolescent, entre 15 et 16 ans, quand j'ai commencé justement à essayer de me construire une identité féminine et que j'ai compris que ça allait être plus compliqué pour moi. Donc là, j'ai commencé à me forcer un peu, mais ça a été vraiment par le biais de choses extérieures. C'est-à-dire que je commençais un peu à utiliser le maquillage pour essayer de me donner un peu un autre visage, tu vois, pour essayer d'accepter, de passer par des choses qui feraient que je m'accepte plus facilement. Ça a été par des vêtements que j'aimais bien. Avant, je me posais même pas la question de savoir si j'aimais bien mon vêtement, tellement je n'existais pas en fait dans ma tête. C'était pas. Là, je commençais à apprécier un peu plus la mode. Donc, je suis passée par ces petits processus-là qui ont fait que, au fur et à mesure du temps, j'ai commencé à apprendre un peu plus à me regarder dans le miroir et à voir que certes, oui, mon corps est déformé, il est pas comme les autres, mais que c'est pas parce que j'ai ces cicatrices-là que j'ai pas le droit d'exister et de vivre. Comment on fait, Gwenaëlle, pour pas tomber dans ce traumatisme narcissique ou ce deuil du corps? Comment on fait pour se construire une identité en dehors des cicatrices? Je crois que
le maître mot, c'est l'acceptation progressive. Hein. Et puis à un moment vient le mot d'amour pour soi. Hein. Mais avant d'en arriver à vraiment à s'aimer tel qu'on est, accepter dans le sens ce que vient de dire Laura, dire ok, ça c'est moi déjà, accepter de se regarder dans le reflet. Hein. Tu le dis bien Laura que pendant longtemps c'était même pas possible de se regarder. Donc déjà commencer à se regarder. Et puis au début, c'est juste peut-être quelques secondes. Et puis peut-être c'est un peu plus. Et puis au début, c'est peut-être qu'un endroit du corps. Et puis peut-être c'est un peu plus, etc. Donc tout ça, c'est très très loin. C'est très très long, pardon. Et puis je crois que pour y arriver, sans le soutien des autres, ça me paraît impossible. Hein. C'est vraiment là où l'altérité est au centre de la guérison de tous les traumas. Hein, mais je dis vraiment de tous. L'altérité, c'est l'autre. Donc, ça va être ceux qu'on aime, hein, nos proches en premier lieu, le premier cercle, on va dire. Hein, ceux qui nous aiment, quoi qu'il nous soit arrivé, hein, quel que soit l'aspect de notre visage ou de notre corps. C'est la même chose dans les handicaps, hein, par exemple, quelle que soit la cause. Donc, notre premier cercle, et puis après, ce qui est peut-être plus compliqué, c'est les cercles suivants, hein, qui sont pas évidemment au même endroit d'affection pour nous. Et puis petit à petit, là aussi, c'est de cercle en cercle, hein, de pouvoir garder cette acceptation radicale à un moment que qui on est en fait, quels que soient les regards qui vont nous être portés, hein, ça ne change rien. Hein. Et c'est là où on arrive à l'amour de soi, hein, comme au milieu, il paraît qu'au milieu des tempêtes, comment on appelle ça, des tornades, il y a un endroit très calme qui ne bouge pas. Ouais. Moi, j'ai pas envie d'aller vérifier en vrai, mais il paraît que c'est ça. Et donc, je crois qu'au milieu du trauma, hein, c'est des vortex, en fait, avec plus ou moins de violence de vent selon ce qui se passe, trouver cet endroit de stabilité. Et ça, c'est tout un chemin. Alors, comment ta mère, elle a réagi? Comment elle t'a construit une suite? Ma mère, elle a fait comme elle a pu, j'ai envie de te dire. Elle m'a surprotégée, en fait. Elle m'a mis dans une espèce de cocon, de bulle, où, par exemple, quand j'étais petite, je n'avais absolument pas le droit de sortir de chez moi. Il fallait que je reste chez moi tout le temps, etc. Elle voulait pas que... C'était impossible pour moi d'avoir de vie sociale extérieure, parce qu'elle avait peur de ça, tu vois. Et par exemple, même quand on allait dans les cures thermales ou quoi, je ne voyais jamais aucun autre grand brûlé enfant. Je n'ai jamais eu contact ou connaissance tellement elle évitait ça. On restait vraiment que toutes les deux et c'était comme ça, tu vois, c'était très fusionnel. Mais je pense que c'est parce qu'il y a aussi eu une partie d'elle que comme avec l'abandon de mon père, c'est-à-dire qu'elle a dû tout quitter, elle a quitté son job, elle a tout quitté pour moi pour être à mon chevet toutes les nuits, tout le temps à l'hôpital. Donc ça a été une période assez compliquée pour elle et je pense que comme elle a dû vivre ces deux rôles-là, elle a dû assumer ces deux rôles-là d'un coup. C'était son moyen à elle, en tout cas, de faire en sorte que ça fonctionne. Je pense pas qu'il y ait de bons ou de mauvais moyens, mais au moins elle a été là, tu vois. Donc voilà. Mais en effet, du coup, j'ai été les cercles de proximité ont été très très réduits, en fait, pour moi. Le cercle de proximité que j'avais, c'était ma mère. Et après, il y a eu mon beau-père quelques années plus tard, parce qu'elle a refait sa vie. Et là, par contre, oui, j'ai commencé à vraiment bien me développer grâce à mon beau-père, qui m'a beaucoup aidée, avec qui j'ai beaucoup discuté. Et c'est là que j'ai commencé à m'ouvrir au monde. Mais sinon, jusque-là, je vivais vraiment dans ma bulle et il n'y avait pas tout ça, quoi. Là, on a un cas quand même assez impressionnant. Le père, il part directement alors qu'il est à l'origine de l'accident. Il disparaît de la vie de Laura. Comment ils doivent réagir, les parents? Enfin, tu vas me dire, comme ils peuvent. Je pense que c'est ça que tu vas me répondre, mais quel serait le meilleur parti pour les parents? Parce que finalement, la mère, là, elle a bloqué l'enfant dans une idée de tu sors pas de là, on va te protéger. Comment il faut réagir? Ce qui me vient immédiatement, c'est pour prendre soin de son enfant, il faut prendre soin de soi aussi. Vraiment. Et j'espère que pour les parents de ces enfants suisses, j'espère qu'il y a tout un système de soutien psy pour eux, en fait. Pour qu'ils puissent vraiment être cet endroit-là, au milieu de la tornade dont je viens de parler, le mieux possible. Parce que eux, ils sont pris dans leur vortex à eux. Alors la culpabilité est forcément une émotion première pour tous, quelles que soient les circonstances. En tant que mère de 2 enfants, je sais à quel point la culpabilité, elle fait partie de notre métier de parent. Mais alors quand il y a un drame,
comme ce que tu as vécu Laura, comme ce qu'ont vécu ces jeunes, c'est un poison terrible en fait. Et en même temps, la culpabilité, elle est aussi saine, dans le sens que s'il n'y avait pas de culpabilité, si elle est coupée complètement, de manière dissociative, c'est peut-être le cas de ton père, Laura, je ne sais pas. On dirait un peu comme un réflexe de fuite absolu en fait. Eh bien là, évidemment, ça fait du mal à tout le monde, à la personne, mais surtout à ses proches, en l'occurrence à toi évidemment. Donc d'abord de s'occuper de soi, de surfer au mieux avec cette culpabilité et puis les autres émotions, évidemment la tristesse infinie, la colère qui n'est pas une colère mais qui est une rage, la rage étant un mélange de colère et d'impuissance, évidemment la peur pour l'avenir. Bref, on a un peu tout quand même au niveau émotionnel. Donc prendre soin de soi en tant que parent, c'est vraiment ce que je recommanderais en premier. Parce que en plus là pour ces jeunes qui sont encore dans les hôpitaux, qui vont y être longtemps, la priorité c'est la survie du corps. Ça c'est le boulot des somaticiens. Donc ça laisse aussi quelque part un peu de temps, même si ça va être un travail de longues années, mais à ces parents de prendre soin d'eux psychiquement. C'est le moment en fait où il faut qu'ils aillent voir un psy maintenant, pour ensuite, et puis ça va durer longtemps, être au service au chevet de l'enfant. Psychiquement. Je suis totalement d'accord avec toi et je rebondis là-dessus parce que je sais que moi, tu vois, par exemple, par rapport à ma mère, elle a jamais voulu aller voir de psy pour elle, en tout cas, etc. Parce que c'est un tempérament où elle a toujours tout gardé pour elle, elle a toujours voulu avancer toute seule, etc. Et ben, tu vois, en grandissant, j'ai énormément souffert de ça, mais dans le sens parce que je la voyais, enfin, je sentais que ça allait pas. Même si elle montrait autre chose, je voyais très bien qu'il y avait quelque chose qui allait pas, que c'était difficile pour elle. Et en fait, ça me faisait plus de mal de la voir comme elle était mal, alors qu'elle pensait que je voyais pas ça, mais je le voyais très bien, tu vois, que le mal que je ressentais moi pour mes brûlures à moi personnellement, tu vois. Donc je te rejoins tout à fait. Oui. L'affaire des parents, c'est prendre soin d'eux d'abord, parce que les enfants le ressentent en fait. Absolument. Les enfants sont des radars, surtout après des cas comme ça. Donc bien sûr, c'est des éponges. Dans tout ce qu'on a entendu, les parents en ce moment à Crans-Montana, ils cherchent des coupables, ils cherchent des raisons. Ça n'aurait pas dû arriver. Il y avait un journaliste italien qui disait, en utilisant un peu le drama habituel, que ça n'aurait pas dû arriver, que c'était donc quelque chose qui était insupportable. Mais ta mère, comment elle a vécu ça ? Elle l'a vécu comme c'est la faute du père si ça se passe, c'est la faute de la vie si ça se passe. Comment elle a vécu ça ? Je pense que c'est important finalement pour l'être humain d'extérioriser la culpabilité et de la mettre sur la faute. Je pense que c'est un mécanisme totalement automatique pour que ce soit moins douloureux. En tout cas, c'est comme ça que j'ai l'impression que ça s'est passé pour ma mère, puisque elle, ça a été toute la culpabilité la reporter sur mon père. Tu vois, parce que comme qui faisait le barbecue et qu'en plus il est pas resté, il nous a abandonnés. À chaque fois quand je parlais de l'accident quand j'étais plus jeune avec ma mère, c'était de toute façon c'est la faute de ton géniteur. C'est pas ton père, c'est ton géniteur et c'est sa faute. En plus tu le sentais avec une espèce de haine où tu disais ok, elle a déchargé, elle a tout déchargé sur lui. Et je pense que finalement c'est important et c'est même sain, je trouve, dans la façon de faire, d'extérioriser ça, toute cette haine et toute cette culpabilité sur un pilier, une encre extérieure. Tu vois. Donc là, pour le cas de Crans-Montana, bien sûr, c'est les patrons du bar. Donc forcément, et c'est pour ça que puis en plus, il y a toute la colère à gérer autour de ça. C'est-à-dire que certes, on exprime la colère sur les patrons, mais finalement, est-ce que les parents sont vraiment en colère contre les patrons ou ils sont en colère de souffrir de ce qui est arrivé à leurs enfants ? Je pense qu'il y a quand même pas mal de choses à démêler là-dedans, mais il faut le temps aussi que les émotions redescendent et que ça s'apaise pour y voir plus clair. Mais en tout cas, oui, le fait d'éprouver cette culpabilité sur quelqu'un d'extérieur, j'ai l'impression que c'est un mécanisme qui se répète quand même pas mal, en tout cas, quand il s'agit de gros traumas comme ça. Est-ce que tu crois, Gwenaëlle, que chercher un coupable, ça aide à continuer à aimer la vie malgré tout ? C'est à double tranchant. C'est-à-dire que au début, c'est naturel, c'est une réaction presque réflexe en fait. Pour ne pas sentir la douleur, je trouve un responsable extérieur. Comme ça me fixe en fait mon émotion ailleurs. En quelque part, je la sors de moi en désignant quelqu'un d'autre. C'est d'ailleurs courant dans toutes les histoires humaines. Il y a toujours eu des histoires de boucs émissaires. Ça peut être un peuple envers un autre, etc. On va dire que c'est un peu comme
une système de sécu psychique pendant un temps. Mais si on reste là, si on reste à cet endroit de colère qui peut en effet devenir de la haine, donc là, la haine, c'est forcément une violence, certes, vers l'autre, mais c'est aussi une violence contre soi, la haine. Parce que baigner dans la colère et la haine, c'est sécréter beaucoup, voire en permanence, des hormones de stress. C'est très concret, c'est-à-dire qu'on va baigner dans le cortisol, dans l'adrénaline, beaucoup plus qu'il ne faudrait, et ça, c'est très mauvais pour le corps. C'est une forme d'autodestruction, en fait, mais insidieuse. Autant les gens dépressifs, par exemple suicidaires, on voit bien qu'ils sont en train de s'autodétruire. Mais la haine, la violence extériorisée, c'est pareil. Et puis, c'est quelque chose, au contraire, contre la vie, en fait, au bout d'un moment. Parce que la vie, elle inclut le pardon. Parce que la vie, par définition, elle va nous faire vivre des épreuves. Pour certaines personnes, des petites épreuves, pas des choses très dramatiques, ils vont avoir une vie assez tranquille. Et voilà, heureusement, il y a des gens qui vivent ça. Et puis, il y en a d'autres qui vivent des drames. Et ça amène toujours de la colère. Ça peut être la colère donc, contre quelqu'un qui est l'origine du drame, mais ça peut être contre Dieu, ça peut être contre le destin, ça peut être contre soi, évidemment. Enfin, en tout cas, un objet qui va être une fixation. Et tant qu'on fixe là-dessus, on ne vit pas. On est à nouveau, quelque part, c'est une survie, la colère. Et il y a des gens, ils vont passer leur vie en colère. Et à la fin de leur vie, on va leur souhaiter qu'il y ait quelque chose qui s'apaise, mais parfois c'est difficile, parce que là, il y a des énormes regrets, en fait, ou des remords plutôt, d'avoir passé sa vie à être en colère, voire à haïr. Et toi, Laura, comment tu t'es sentie en relation avec la vie après qu'elle t'ait fait ce coup-là, entre guillemets, ou que ton père s'est fait ce coup-là, ou que le hasard, ou que la mauvaise fortune, enfin on peut l'appeler comme on veut. Comment t'as vu la vie, toi, après? Justement, au début, très en colère. Très en colère. J'en voulais à tout le monde. Je me rappelle quand j'étais adolescente, je refusais totalement mon cercle familial. Je faisais des crises d'adolescence où ma pauvre mère, franchement, c'était assez horrible. Je fuguais, je partais de chez moi. Vraiment, je refusais tout. En fait, toutes les personnes qui essayaient de m'apporter une aide concrète ou qui voulaient être là ou rentrer trop intimement dans mon cercle, je faisais en sorte que ça se passe pas et je coupais le lien et c'était juste pas possible, tu vois. Mais parce que c'était une forme de colère, je pense, de me dire comme mon père n'a pas voulu avoir ce lien-là avec moi, personne l'aura jamais avec moi. Tu vois, c'est comme ça, je pense, dans mon cerveau d'enfant que ça s'est passé. Et donc, jusque encore il y a un an, je me suis retrouvée très en colère parce qu'il y a eu une période où je repensais énormément à mon père, etc. Et notamment à cette période-là, j'ai une tumeur justement qui est arrivée sous mes dans le dos. Et en plus, à l'endroit où le barbecue est tombé, la tumeur est arrivée. C'est très drôle ça quand même, vraiment. Bref. Et il se trouve que je me suis rendue donc en consultation chez une amie qui est thérapeute. Et que justement, elle m'a parlé de ça et elle m'a dit, écoute Laura, t'es vraiment trop en colère contre ton père. Et ça, c'était qu'un prémisse. Elle m'a dit, il faut vraiment que tu fasses en sorte de calmer ça, de calmer toute cette colère parce que ton corps, il le supporte pas en fait. Et je m'en rendais pas vraiment compte jusqu'à ce qu'elle mette le point dessus parce que quand elle m'a parlé de ça, tu sais, j'ai toute l'émotion qui est arrivée, je me suis mise en sanglots d'un coup alors que il n'y avait pas forcément de raison. Et donc, oui, je pense que c'est très difficile. C'est un chemin qui se fait de manière c'est pas linéaire, c'est un chemin qui un jour ça va aller mieux, le lendemain tu vas retomber un peu, tu vas te sentir plus en colère et puis après ça va aller mieux, mais le tout c'est d'avancer, de pas perdre espoir, je dirais. C'est important ce que tu dis Laura, c'est vraiment très important de passer le message que tout chemin de résilience qui selon moi inclut le pardon, quel que soit ce qu'on a vécu, ça va être en effet un tracé très sinueux. Et puis il y a des moments, on a l'impression qu'on a super avancé, et puis après il se passe quelque chose dans notre vie, on recule. Moi, par exemple, combien de fois j'ai cru avoir pardonné à mon père pour des choses moins graves que ce qui t'est arrivé, Laura, mais des choses quand même qui m'ont traumatisée psychiquement. Et parfois, je me suis observée faire comme un pardon stratégique, en me disant quelque part, c'était pas conscient à ce point-là, mais je vais lui pardonner, comme ça ira mieux. Mais en fait, ça marche pas du tout comme ça, le pardon. C'est quelque chose qui doit venir vraiment du fond de nous, du cœur. Et puis quand c'est des choses aussi graves que ce que tu as vécu, Laura, c'est sûr que c'est des années, voire à mon avis plusieurs décennies, mais avec quand même des endroits où tu sens que ça progresse. Et ça,
la preuve du progrès, selon moi, elle est dans le réel, hein, dans le quotidien, dans ta capacité à faire des liens, notamment avec des hommes, j'imagine, hein, ou des amis garçons. Enfin, évidemment, le masculin doit être touché par ce qui s'est passé. Et puis aussi ton féminin, hein, puisque c'est les deux polarités qui vont ensemble, masculin et féminin. Mais quand on voit que des choses s'améliorent dans notre vie, dans les relations, quand on a été blessé par un autre, qui est évidemment ton cas là, c'est quand même indirectement, c'est vraiment ce qui s'est passé, voire même directement peut-être. Eh bien, si je me vois aller mieux, c'est important de s'en réjouir parce que c'est comme à chaque fois consolider une marche, parce qu'on sait bien qu'on va pas y rester. Hein, ça va à un moment, ça va s'effriter, puis on va recommencer, et puis ainsi de suite. Exactement. C'est ce que je dis souvent quand je fais mes vidéos et tout. Je dis il n'y a pas de petites victoires et je trouve que c'est important de célébrer toutes les petites étapes. C'est bien de célébrer, je trouve ça super. Et puis en même temps, quand on est arrivé de l'autre côté, c'est tellement facile de parler de tout ça parce qu'on y est, quoi. Je me dis que les gens qui regardent ce petit carnet de route, ils vont se dire, ok, comment Laura, elle a fait étape par étape pour pardonner. Bon, on comprend un petit peu que c'est quand même un thérapeute, qu'il y a quand même un. Mais toi, Gwenaëlle, il y a quand même des parents, t'as vu, il y a quand même des parents qui vont pas faire appel à un psy, hein. Il y a des parents de justement la mère de Laura qui a pas voulu ça. Comment ils pourraient faire déjà un peu eux-mêmes pour commencer à pardonner? Est-ce que c'est possible, ça? Ah bah là, on en est très très loin, hein. Attention, hein. Là j'ai parlé du pardon, mais en mettant bien que c'est une perspective vraiment sur une temporalité qu'on ne connaît pas et qui est forcément longue. D'accord? Ça serait presque indécent de parler de pardon maintenant. Tu l'as dit au tout début, Luc, dans ce qui vient de se passer, hein, c'était hier, quoi. Hein, là, ça vient d'arriver, quoi. Donc, il faut vraiment respecter avant tout la temporalité psychique. Et il y a peut-être des choses dans ce que j'ai dit là depuis tout à l'heure qui ont peut-être choqué certaines personnes parce que c'est trop tôt. Mais ce qui est intéressant dans le témoignage de Laura, c'est que Laura, toi, ça fait quand même pas mal d'années, hein, même si on t'interroge dans 10 ans, dans 20 ans, t'en diras encore plus, mais il y a quand même une temporalité là qui est signifiante dans l'histoire de Laura. Et ça, je pense que c'est important pour les proches des victimes de Crans-Montana d'entendre qu'il y a une issue possible, il y a un apaisement possible. Hein, moi, quand j'entends Laura, son rayonnement, sa vitalité, je trouve que c'est un beau témoignage plus que tous les mots que moi, en tant que psy, je pourrais donner, hein, et pour donner de l'espoir. Et je parlais du premier pardon, c'est-à-dire pardon, c'est pas ma faute si ça s'est arrivé à mon enfant. Parce qu'il y a beaucoup de parents qui se sont dit, en gros, mon Dieu, mais j'aurais dû y être, j'aurais dû répondre tout de suite au téléphone. Et ce premier pardon, peut-être il peut déjà avoir un peu lieu. Est-ce que toi, tu crois que Gwenaëlle, il pourrait y avoir au moins cette étape-là qui pourrait être un début de paix intérieure aussi. Disons que d'en parler là comme tu le fais, ça le fait exister. Hein, c'est un peu comme un horizon, tu vois. Voilà, mais je doute que, alors qu'on n'est que le 16 février, là, pour certains parents, ils soient déjà là, hein, vraiment. J'en doute. Si certains y sont, mais toute mon admiration vers eux, mais je doute, parce que c'est vraiment, c'est comme si ça venait de se passer il y a 5 minutes, en fait, tu vois. Mais par contre, de le faire exister, hein, dans cet horizon-là, que oui, c'est possible, qu'un jour ils y seront, ça, c'est vraiment le carburant, en fait, hein, de l'apaisement et de la guérison. Comment ça fonctionne le stress post-traumatique? Parce qu'il y a peut-être des parents qui savent pas qu'ils vont être en stress post-traumatique. Comment ils vont pouvoir l'identifier, ça? Alors, d'un point de vue vraiment médical, c'est assez simple à identifier. Hein. Il y a des signes très tangibles, comme des troubles du sommeil, des flashs. Hein. Ça peut être, par exemple, évidemment, quand ils ont appris le drame, hein, donc quel que soit le canal, ça peut être des flashs auditifs, ça peut être des flashs visuels. Donc ça peut évidemment envahir les journées, la nuit, on pense au cauchemar. Ça peut être aussi ce qu'on appelle des conduites d'évitement pour certaines personnes, par exemple refuser d'en parler. Hein, et par exemple, dans un couple, hein, si on imagine les deux parents, peut-être qu'il y a un des deux parents qui va être très très actif, hein, depuis ce qui s'est passé auprès de son enfant, et l'autre, par contre, qui fuit dans le boulot ou qui fuit ailleurs. Hein. Bon, la fuite extrême, c'est ce qui s'est passé pour le père de Laura. Hein, là, c'est la dissociation massive. Et tout ça, c'est des signes en fait de tas de stress post-traumatique. Puis il y a le corps aussi, hein, dans les symptômes les plus signifiants et les plus visibles. C'est le corps qui sursaute, les troubles de la concentration, l'irritabilité, etc. Donc là, je viens de citer en fait tous les symptômes d'un état de stress post-traumatique qui nécessitent une prise en charge. Mais la prise en charge, à nouveau, il y a des gens qui, pour l'instant, ne peuvent pas forcément franchir les cabinets d'un psy. Parce que pour l'instant, ils sont encore dans le mode survie-action.
Hein, là aussi, il faut respecter ce temps-là. Laura, toi, tu t'es sentie à un moment donné devenue la mère de ta mère en essayant de l'aider à pas continuer à avoir un stress post-traumatique? Pendant très longtemps, ouais. Pendant très longtemps, notamment à la fin, comme une fois que j'avais passé toute ma période de crise d'adolescence, que je commençais à devenir un jeune adulte, j'ai pris ce rôle-là avec ma mère. Et j'allais souvent la voir, je sentais que ça allait pas, j'essayais de discuter avec elle et tout, mais c'est vrai que c'était très compliqué parce que ma mère est une tombe et c'est quelqu'un de très fermé. Donc il y a même eu une conversation assez percutante que j'ai eue avec elle il y a seulement quelques mois où j'allais pas bien, moi dans ma vie perso, je me sentais pas forcément bien, etc. Et du coup je lui ai demandé, je disais maman, mais comment t'as fait? Maintenant donne-moi ton secret, comment tu fais pour toujours te relever tous les jours, montrer que tout va bien, comme si tu ressentais rien, etc. Et elle m'a répondu à un truc qui m'a un peu perturbée. Elle m'a dit, écoute, c'est simple, l'épreuve, tu la prends, elle te rentre dans une oreille, elle passe par l'autre et tu continues, tu t'arrêtes pas. Ok. Genre, j'ai dit, mais tout simplement, tu t'arrêtes pas. Ok, très bien, maman. Un peu robot quand même, tu vois. Il y a quelque chose de l'ordre de l'automatisme de survie dans ce que décrit ta maman. Hein. Et pour l'instant, c'est qu'elle a besoin de fonctionner encore comme ça. Hein. J'ai un immense respect pour ce mode de fonctionnement. Je le connais tellement en tant que psy. Et puis moi-même, j'ai été aussi dans un mode robot à certains moments de ma vie. Donc là aussi, c'est quelqu'un qui va réagir de cette manière-là. On peut que accueillir cette défense, hein, cette protection, avec beaucoup d'amour. Et c'est sûrement l'amour qu'on peut témoigner envers cette personne et puis sa protection qui va faire que la protection petit à petit va s'abaisser, hein, va comme un peu les herses d'un château fort qui vont petit à petit baisser jusqu'à ce qu'à un moment le cœur puisse être à nouveau accessible pleinement. Je me suis rendu compte que quand je vais discuter avec elle, c'est déjà un peu plus fluide, elle est un peu plus ouverte, elle tente des choses, genre par exemple faire de l'humour, alors que ma mère n'a toujours pris au premier degré tout, elle avait jamais fait d'humour jusque-là. Là, hier, elle a essayé de me faire des petites blagues, même moi, j'étais là choquée en mode, c'est du lard ou du cochon, je savais pas, tu vois. Donc, il y a plein de petits trucs qui se décantent, et voilà, je pense que c'est ça, c'est pas forcément jouer le parent du parent, mais c'est accepter la douleur de l'autre telle qu'elle soit. Et accepter, c'est pas forcément être dans l'action tout le temps, mais c'est juste prendre la personne comme elle est et se dire que c'est comme ça, c'est sa façon à elle de réagir et c'est sa façon à elle d'aimer. Et à partir du moment où tu es capable d'accepter même ces côtés-là qui pour toi te conviennent pas forcément, tu peux dire que oui, t'aimes vraiment cette personne-là, tu vois. Et je reste sur mon journaliste italien qui m'avait un peu choqué avec son histoire de « Cela n'aurait jamais dû se passer, cela aurait pu être évité ». Gwenaëlle, t'en penses quoi de cette phrase ? C'est absolument insupportable la deuxième partie. Hein. Cela aurait dû être évité. Je parlais de rage tout à l'heure. Alors là, je veux dire, si on veut que vraiment ça prenne toute l'ampleur à l'intérieur de la personne qui a vécu ce drame en tant que parent, c'est exactement ce qu'il faut dire. Non, là, je trouve que c'est journal à sensation comme phrase, hein, clairement. À quoi ça sert de dire ça? Non, j'ai rien d'autre à dire que si ce n'est pas partager ta sidération. Ah ouais, sidération, mais surtout, ça m'a fait aussi penser à autre chose. Alors après, je vais demander à Laura, je pense qu'elle a aussi quelque chose à nous raconter par rapport à ça, mais c'est vrai que c'est dur, non, de se retrouver face à l'incompréhension de pourquoi. Parce qu'il n'y a pas de raison à pourquoi. Ils pourront trouver ce qu'ils veulent par rapport à tout ce qui n'a pas été fait correctement. Mais en même temps, oui, non seulement c'est violent pour toutes les familles, parce que ça veut dire que ça aurait pu, mais alors pourquoi ça a été? Et en même temps, comment on fait pour vivre dans une société, dans une vie où le risque existe? Et il faut quand même prendre ce risque. Moi, je pense que c'est l'histoire de la vie, le risque. Parce que si tu prends pas de risque, tu peux pas te considérer d'être vraiment en vie et ça fait partie de la vie aussi, tu vois. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Si tu veux vivre une vie sans risque, autant ne pas la vivre du tout, puisque c'est ce qui fait partie aussi de la beauté de ressentir des émotions, de ressentir des choses, des imprévus. C'est vrai que oui, je suis d'accord, des accidents comme ça, des gros drames comme ça l'a été pour Crans Montana. Bien sûr que tout le monde aurait aimé que ce soit évité, ça y a aucun doute. Mais d'un autre côté, bon là, ça va peut-être encore beaucoup trop tôt pour dire ça, mais d'un autre côté, ça va peut-être aussi leur apporter quelque chose qu'ils vont avoir toute leur vie d'encore plus fort. Et s'ils n'avaient pas vécu ça, peut-être qu'ils auraient jamais pu faire tout ce qu'ils vont vivre après aussi.
Je pense que la vie, il faut l'accepter comme elle est. Il y a toute une part de mystère, il y a une part de rebondissement. Et non, une vie sans risque, pour moi, en tout cas, de mon prisme à moi et de mon point de vue à moi, une vie sans risque serait beaucoup trop ennuyeuse. Et autant mourir de suite, on n'aurait pas envie de rester en vie. Ce qui est important, c'est que ça soit quelqu'un comme toi, Laura, qui a vécu en fait ça, qui le dise. Hein, sinon, c'est inentendable, je pense. Hein, mais toi qui as vécu dans ta chair, dans ton corps, hein, toutes ces épreuves vraiment du feu, de tout ce qu'il y a eu après, hein, tu nous as dit au début, là, tu témoignes d'un endroit d'authenticité, de vérité. Toi, quand t'entends « ça passera », parce que c'est une phrase qui a été très utilisée et je trouve qu'elle est intéressante parce qu'elle ouvre un espoir, en même temps, elle dit pas grand-chose, quoi. Pour que ça passera soit vrai, t'es passé par quoi, toi? Parce que je me rappelle quand même que tu m'as dit, et ça c'est très technique, mais quand même tu m'as dit que pour que les greffes de peau fonctionnent, t'as dû souffrir le martyre aussi. Alors, ça passera, ok, mais ça passe par quoi? Raconte-nous un peu ça, parce que quand même, l'air de rien, c'était dur pour toi. Oui, ça passe par la douleur. Et en fait, c'est vrai que quand tu vis une douleur aussi intense, t'as l'impression que ça va jamais s'arrêter. Au début, t'as pas l'impression que ça passera, c'est faux. Mais en fait, si tu te rends compte finalement que ça passe, la douleur, elle finit toujours par passer. Alors les souvenirs, les cicatrices, elles sont toujours là. Elles passent pas, c'est vrai. Mais après, c'est toi qui décides d'en faire ce que tu veux avec ça après. Et c'est toi qui décides de la façon dont tu as envie de le ressentir. Donc ça passera, oui, c'est très large et ça laisse de l'espoir et c'est assez vague, mais parce que je pense que chacun doit décider de la manière dont ils ont envie que ça passe. Mais d'un point de vue technique, la douleur, elle passe toujours, quoi qu'il en soit. Donc, bien sûr, au début, c'est super dur. Hein. Franchement, quand on t'enlève, on te prend la peau sur le crâne, que t'es à vif sur la peau, sur le crâne, sur les fesses. En plus, c'est reconnu hein, que la douleur de l'enveloppe charnelle, c'est une douleur. Tu sais qu'un être humain ne pourrait pas vivre si tu lui enlèves toute sa peau. C'est pas possible, ça. Donc, la douleur, bien sûr, est atroce, est vraiment atroce. Et c'est horrible à ce moment là, t'as l'impression que ça passera pas, mais ce que je peux te dire, c'est que oui, ça passera, c'est sûr. Mais je pense qu'il faut laisser la liberté à toutes les personnes qui vivent ça, de choisir leur chemin. Et parce que je connais plein de grands brûlés qui ont eu des accidents depuis aussi longtemps que moi, voire plus, et qui sont pas forcément encore dans le ça passera, qui ont pas forcément envie, mais parce que aussi pour certaines personnes, c'est nécessaire pour eux, en fait, de cultiver cette douleur-là et de rester dans cette douleur et dans ce trauma parce que ça va nourrir un autre besoin aussi d'une autre manière chez elles, en fait. Donc, je pense qu'il faut se laisser la liberté vraiment à chacun de le vivre comme elle le veut et le ça passera. Je dirais que la définition est différente pour chaque cas et chaque personne. Laura, est-ce que tu t'es fait aider ou est-ce que tu as été aidée par des techniques de relaxation, de sophrologie, de yoga ou autre, pour arriver à reprendre ton expression, à faire passer la douleur? Non, pas du tout. Pour la douleur, pour la douleur à l'état pur, donc sur la peau, j'ai jamais eu de sophrologie ni de yoga, etc. C'était plutôt, sur le moment, tu sais, on t'envoie beaucoup de morphine ou de calmants ou de choses comme ça. Mais techniques de sophrologie, non, jamais pour la douleur. On a essayé de me faire de la sophrologie plus tard. Mais je suis un peu trop nerveuse pour ce genre de choses, ça n'a jamais marché. Moi, je connais des personnes qui ont été aidées par toutes ces technologies, on va dire, autour de l'attention et de l'esprit, hein, en fait. Hein, et c'est connu quand même depuis des millénaires, hein, notamment en Orient, ils sont bien plus en avance que nous là-dessus. Mais ça dépend en effet des personnes. Comment Gwenaëlle, tu sens cette phrase-là, ça passera? Moi, je la trouve terrible, cette phrase. J'ai l'impression que c'est comme quelque chose qui pourrait ressembler à du crois-moi sur parole. Alors que quelque part, comme tu dis si bien tout à l'heure, combien de techniques tu as utilisées pour que ça commence à passer? Ça passera, ça te fait quoi, toi, Gwenaëlle? Ça te fait comme moi un effroi ou plutôt positif? En effet, elle est assez flippante. Hein. C'est comme ce que tu as dit tout à l'heure sur cette phrase de journaliste. Mais le fond reste vrai. Hein, c'est ce que dit Laura. Il y a quelque chose, en fait, dans la psyché humaine qui est assez incroyable, dans le fait que l'humain arrive à survivre à des choses absolument effroyables. Hein, par exemple, moi, je cite souvent Viktor Frankl, qui est un grand psychiatre autrichien qui a survécu au camp de concentration. Dans le rayon enfer, je pense que là, on était quand même pas loin du podium, évidemment, hein, voire sur la première marche.
Et Frankl, il explique qu'il a réussi à survivre à cet enfer, à passer à travers cet enfer, grâce à des choses qu'il nomme précisément, avant tout l'entraide, la mise en sens, le lien, et ainsi d'avoir réussi à faire passer, pour regarder cette expression, des douleurs émotionnelles, j'imagine, absolument atroces, et d'en avoir fait plus tard même à nouveau une source de résilience au service des autres. Donc le fond est vrai, en fait. Moi, j'ai l'impression que c'est pour que ça passe, ça donne plus un sentiment d'espoir que ça passera. Tu vois, j'ai l'impression que quelque part, dans le ça passera, il y a un peu l'assurance que ceux qui sont passés à travers, ils y sont passés. Mais ceux qui vont devoir passer dans la souffrance, il faudra bien qu'à un moment donné, on leur dise, c'est pour que ça passe. C'est ça, c'est pour traverser. En fait, moi, je préférais utiliser le mot traverser que passer. Traverser, c'est comme quand, je sais pas, si tu fais de la plongée et qu'à un moment, tu sais qu'il va falloir passer dans un boyau pour arriver de l'autre côté et aller voir quelque chose de merveilleux. Il va falloir faire cette traversée, cette traversée des abysses, pour le coup, cette traversée profonde. Et c'est ce qu'on sait aussi en psychologie des profondeurs. Tout le travail de Jung, il s'intéresse que à ça. En spiritualité, on parlera de la nuit noire de l'âme aussi. Tout ça, c'est des termes différents, parfois c'est des référentiels théoriques différents, mais c'est la même réalité. C'est-à-dire, c'est exactement ce qu'a dit Laura tout à l'heure, c'est que la vie, elle est à la fois merveilleuse et tellement douloureuse. Mais elle est aussi merveilleuse parce qu'elle est douloureuse. Enfin, les deux sont complètement enchevêtrés. Donc, comment on traverse ça? Parfois, ça peut être une petite épreuve, on va le traverser assez vite, et puis voilà. Et puis des fois, il y a des épreuves qui durent des années, surtout quand le corps est touché à ce point-là, et surtout quand ça touche aussi le sens de la vie, le sens de cette existence. C'est long, c'est ce qu'on appelle des douleurs existentielles en fait. Mais parvenir à traverser ça, je crois que c'est un cadeau. C'est ce qu'illustre vraiment Frankl avec son travail. Et c'est ce que je souhaite du plus profond de mon cœur aux parents et aux victimes de Grand Montana. Et j'aimerais bien qu'on dise un mot aussi, Luc, sur je pense aux frères et sœurs en fait, parce qu'on parle beaucoup des parents. Ouais. Mais qu'en est-il des frères et sœurs? Qu'en est-il des amis aussi? J'allais te poser sur le deuxième cercle, c'est-à-dire ceux qui sont à côté mais qui sont pas encore au courant. Eux, ils sont même pas au courant de ce qui se passe. C'est vrai, comment t'as vécu ça, toi, Laura? Les gens autour de toi, comment ils ont vécu ça? Et ben moi, comme j'étais toute petite, que j'avais que 6 ans, il y a vraiment que ma famille et je suis fille unique, j'ai pas de frères et sœurs. Donc je peux pas trop te dire, mais par contre oui, j'ai le souvenir de mes copains copines d'école qui ont grandi en fait avec cette particularité chez moi et ça a été un grand sujet même pour eux dans leur développement, parce que je me rappelle, j'avais une copine d'enfance, elle me demandait souvent, et ça, est-ce que tu peux le faire, et ça, les autres enfants se posent des questions, tu vois, sur ce qui t'arrive, et ça perturbe quand même. Enfin, c'est pas commun, tu vois, d'avoir un grand brûlé dans ton école. Donc moi, c'est plus par rapport à ça. Donc oui, ils se sont posés plein de questions. Ça a été aussi je dirais bénéfique dans le sens où ça a permis d'ouvrir la porte à la prévention. Tu vois, dans les écoles, de la part des professeurs, des maîtres, etc., au niveau des enfants et des autres parents, et du coup de permettre aussi aux autres familles de faire plus attention à ce qui peut se passer avec les accidents domestiques, etc. C'est vraiment l'empathie est au cœur de ça en fait. Alors évidemment, plus la victime est proche de nous, plus nos entrailles vont être remuées. Mais finalement, en fait, en tant qu'humain, on est toujours remué par la souffrance des autres. Faut être psychopathe pour ne plus ressentir ça. Et c'est pour ça que je suis pas du tout étonnée, Laura, par exemple, de ce que tu dis de tes copines, copains qui interrogeaient, parce que leur empathie, peut-être, s'est même développée grâce à ça. De grandir, en fait, au contact de personnes qui vivent des choses difficiles, ça fait grandir l'empathie. C'est pour ça que vivons le plus possible en contact avec des gens très différents de nous qui vivent aussi des choses difficiles, parce que naturellement ça va développer l'empathie organique de l'humain. Je voulais vous partager quelque chose. Là, récemment, il y a eu une vidéo où on voyait le père de Tristan. Tristan, c'est un des enfants qui est décédé, hélas. Et c'est vraiment une famille qui a voulu ne surtout pas en faire un numéro. Alors, ils ont voulu garder Tristan existant, vivant, et en particulier, il s'est fait un t-shirt, j'ai trouvé ça vraiment touchant, un t-shirt où on voit son fils Tristan avec des ailes, et il disait « Mon fils danse au paradis avec les 40 autres jeunes ». Et
Moi, j'ai trouvé ça très fort parce qu'à la fois, qui suis-je pour avoir même quelque chose à dire par rapport à tout ça? Et je me suis dit, mais c'est fou parce que quelque part aussi, on peut pas envisager que l'autre il soit seul de l'autre côté. Et quand tout à l'heure tu disais, mais il y a le ensemble, il va falloir qu'on vive ensemble malgré tout après. Alors, Gwenaëlle, comment on fait pour revivre ensemble? Parce que le ensemble est un peu brisé, ou le ensemble il est abîmé. Reprendre une vie de famille alors qu'il y a un absent. Hein, ça, c'est le drame que connaissent toutes les familles quand l'un d'entre eux, l'un des membres décède. Et puis pour ceux quand ils pourront rejoindre leur famille, quand ils seront sortis de l'hôpital, de tous les soins, ça sera aussi un impact énorme parce que il y aura des cartes à redistribuer dans la façon de fonctionner. Comment faire? J'en sais rien. Moi, j'ai pas évidemment de recette miracle, si ce n'est peut-être la communication, qu'elle puisse être la plus fluide possible, la plus authentique, et possible vraiment, parce que on sait bien qu'à nouveau, il y aura des mécanismes de protection, de dissociation qui font que tout ne peut pas être dit. Les choses doivent être là aussi expulsées, libérées, sorties de nous avec une temporalité tolérable. Et c'est là où à nouveau on a besoin, selon moi, d'une aide extérieure. Dans la famille, chacun va se demander qu'est-ce que je dis de ça, comment je fais de mes propres émotions, j'en parle pas. Partager, ça va être l'horizon, comme tout à l'heure. C'est l'histoire du pardon, il y avait un horizon. Le partage authentique, c'est l'horizon, mais ça va prendre du temps. On ne pourra pas, par exemple, nommer à son enfant qui revient de l'enfer tout de suite tout ce qu'on a vécu, notre culpabilité, notre désespoir, etc. En tant que parent. Ce ne sera pas possible, ce ne sera pas la priorité. Mais un jour, ça le sera. D'ailleurs, on voit bien à nouveau, Laura, ton témoignage, il est très éclairant. Comment des années après, avec ta maman, les choses ont évolué. Tu témoignais tout à l'heure que là, même peut-être avec ce qui s'est passé en Suisse, il y a quelque chose qui délie peut-être votre parole à toutes les deux. On parlait du ensemble, et en fait, moi, il y a toujours un truc qui m'a vraiment marqué dans ton compte Instagram, chère Laura, c'est qu'il y a écrit ta pote brûlée. Et j'ai l'impression que c'est du ensemble qui ne s'explique pas, mais qui est présent. Tu sais, c'est genre, t'es pas toute seule. C'est comme ça que tu vois les choses, toi? C'est comme ça que tu les dis? C'est comme ça que tu les exprimes sur ton compte Instagram? Oui, c'est ça. Moi, j'estime, en fait, si tu veux, quand j'ai créé ce compte Instagram-là, c'était vraiment pour apporter un maximum d'espoir autour de moi et pour aider notamment les personnes, que ce soit n'importe quel challenge qu'elles vivent, que ce soit des gros traumas ou même des petits traumas, parce que j'estime que chacun vit une difficulté à son échelle. Il n'y a pas de comparaison à avoir là-dedans. Et du coup, quand je l'ai fait, en effet, c'était vraiment pour de la résilience et de l'espoir. Et je me suis dit, oui, le Laura ta pote brûlée, parce que j'ai toujours été vue comme, en fait, quand j'ai grandi avec ça, tout le monde m'a toujours accepté avec ça, avec mes brûlures. Et j'ai toujours été un peu la bonne copine de tout le monde, tu vois, pour ça. Et souvent pour avoir des conseils, et donc, je me suis dit, c'était une évidence de l'écrire comme ça. Et parce que pour moi, c'est une évidence d'avancer ensemble. C'est une évidence d'essayer d'apporter quelque chose et de montrer que, oui, quelles que soient les difficultés, ça n'empêche pas qu'on est encore en vie et qu'on peut en faire quelque chose et que c'est justement ça qui est beau, tu vois. Et que moi, j'ai réussi à le faire. Alors venez, quand on arrive à le faire, on peut aussi montrer aux autres que c'est possible pour qu'on puisse tous s'élever et aller de l'avant ensemble. Poser pour finir, parce qu'il y a vraiment une chose qui m'a vraiment marqué. Effectivement, on parlait des cercles les plus lointains, des gens qui ont souffert. Mais en fait, j'écoutais le témoignage de la personne qui était juste en face de l'autre discothèque, qui était juste en face de celle de Constellation. Et il disait que lui, son job, c'était de faire la fête aux gens, qui fassent la fête. Et il y avait la petite jeune qui était à côté, qui travaillait au bar tabac, et qui disait, mais moi, je sais plus comment faire maintenant pourquoi j'irais faire la fête alors que tout ce qui s'est passé, moi, je sais plus comment me donner ce droit. Comment tu t'es donné le droit, toi, de recommencer tout ça? Et comment tu donnes le droit à ceux qui sont dans la difficulté de la différence de se donner le droit, Laura? Comment ils font alors? Comment ils vont faire? En identifiant des points ou des choses qu'ils aiment dans la vie, mais commencer petit, pas forcément de suite aller refaire la fête, tu vois, par exemple, quand tu as vécu un trauma comme ça, mais déjà identifier dans le fait de faire la fête, qu'est-ce que tu ressens exactement comme émotion pour que tu en aies besoin et que tu te sentes libéré comme ça. Et dans quel autre domaine tu peux retrouver cette émotion-là, même si elle est si c'est un peu plus infime, un peu plus petit, qu'est-ce qui va te procurer, en fait, cette sensation, soit de liberté ou d'avoir envie de décompresser?
parce que ça, on peut le retrouver dans plusieurs autres domaines dans la vie et on peut très bien se l'autoriser, mais commencer petit. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai fait. J'ai recommencé tout petit. Par exemple, le fait d'aller faire une séance photo avec un photographe, c'était me donner, par exemple, le moyen de m'autoriser à être là pour moi, donc le moyen de réapprendre à m'aimer et donc le moyen d'en faire quelque chose. Et là, tu vois, par exemple, je sais pas, je dirais dans le contexte de faire la fête, peut-être tout simplement, déjà, ne serait-ce que écouter de la musique tout seul chez soi et ressentir ce truc qui te fait du bien, c'est une manière de s'autoriser, mais à plus petite échelle, de revivre ce sentiment-là, sans forcément aller brûler des étapes, justement. Est-ce que tu as refait des barbecues? Ça, c'est la question que je me pose. Moi, tu me verras jamais faire un barbecue. Voilà. C'est pas possible. Alors, qu'il y ait des amis qui en fassent, que je sois à côté, il n'y a pas de souci, mais moi, le faire, non. C'est plus fort que moi, c'est pas possible. Qu'est-ce que toi tu dirais, Laura, pour accompagner cette fin d'émission, pour donner quelque chose, un là, comme ça, aux familles, aux frères et sœurs, aux futurs réveillés aussi? Qu'est-ce que tu leur dirais à tous? Moi, je leur dirais, je leur conseillerais de pas se mettre la pression, de pas avoir peur non plus, et que les choses sont comme elles sont là actuellement. C'est vrai qu'il faut se dire aussi que c'est ok, que c'est totalement normal de souffrir et de ressentir de la douleur, et qu'il ne faut pas non plus négliger ces émotions qu'on catégorise comme mauvaises, parce que c'est à travers la douleur qu'ils vont réussir à aller encore mieux après, et que s'ils s'autorisent pas à traverser cette douleur-là, que ce soit seuls ou ensemble, ils pourront pas s'autoriser justement à être là pour leurs enfants qui ont vécu ce drame. Donc je leur conseille vivement de prendre ce temps-là pour eux, de prendre le temps qu'il leur faut, qu'il n'y a pas de temps déterminé ni de meilleur temps l'un que l'autre pour pouvoir faire ça. En tout cas, d'avancer à son rythme et d'être surtout le plus bienveillant possible avec eux-mêmes. Et toi, Gwenaëlle, qu'est-ce que tu dirais en tant Moi, je ne dirais rien pour laisser les mots de Laura reposer, puisqu'elle parle beaucoup mieux que moi là-dessus d'une réalité qu'elle a vécue. Voilà. Puis d'ailleurs, moi, j'avais pas prévu les lumières, donc je finis dans le noir pour laisser Laura dans la lumière. Donc c'est parfait. La technique est avec nous. Je trouve que c'est de la symbolique. Bon, en tout cas, voilà, cette émission a été dédiée à celles et à ceux qui aujourd'hui prennent le chemin de la guérison. Un chemin parfois tremblant, c'est vrai, un chemin fait de paix fragile, de doute, de peur, qui reviennent parfois la nuit. Elle est dédiée aussi à ceux qui apprennent à vivre avec un corps qui a changé, qui va changer, à ceux qui vont réapprendre à sortir, à faire la fête et oser faire la fête, à ceux qui demandent encore si la vie vaut la peine. Elle est dédiée aux familles qui font front, et puis à celles qui tiennent aussi debout dans les couloirs d'hôpital en ce moment, à celles qui veillent, à celles qui essayent maladroitement, parfois même, mais courageusement toujours, de revivre après ce drame. Guérir, ça signifie pas oublier. Guérir, ça signifie pas ça signifie continuer malgré tout. Merci à toi, Laura, ta présence, ton courage, ton élan de partage aussi, parce que tu as une sorte de force tranquille malgré les cicatrices, une envie de dire que il n'y a pas de fin à l'histoire. Et puis merci aussi à toi, Gwenaëlle, pour ta présence, toujours cette profondeur, ce résumé aussi, cette capacité à résumer les mots de Luc quand Luc essaye de mettre énormément de contexte. Merci aux lumières qui se sont installées, éteintes. Voilà, je vous remercie pour ce soir, et puis j'espère que ça aura l'effet escompté.